pense qu'on va commencer maintenant. Il doit être à peu près 17 heures, donc je pense que tout le monde a pu se connecter. En tout cas, j'espère. On saura ça tout à l'heure. Donc bonjour à tous, tout d'abord, bienvenue. Je me présente rapidement. Donc Olivier Glou, secrétaire général de la CEA. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence sur la nouvelle convention IRSI, donc indemnisation et recours des sinistres immeubles. Avant de démarrer, un point important, donc ce n'est pas une formation qu'on va faire aujourd'hui, mais c'est simplement une information qu'on va vous donner. Et dans le cadre de cette information, la CEA, notamment représentée par Philippe Donin, son vice-président, est particulièrement heureuse d'accueillir aujourd'hui la FFA. Et dans la FFA, présent aujourd'hui Stéphane Penet, directeur des assurances de dommages et de responsabilité, et Anne-Sophie Roussel-Truffy, responsable habitation et outre-mer. Donc ils nous accompagnent aujourd'hui pour cette conférence. Comme vous le savez tous, la CEA est organisée autour de 10 régions, un bureau, un COMEX et des directions opérationnelles. Donc aujourd'hui, on est présent sur Paris, mais en réalité sur toutes les régions de France, au niveau du bureau et des régions de la CEA. Et je dirais même, on va au-delà de ça, puisqu'on a envoyé un lien à tous nos experts, à tous nos membres de la CEA, qui peuvent aujourd'hui nous regarder en direct. Nous avons un métier d'expert passionnant, mais également imprévisible. En réalité, c'est Olivier Boniface, notre président, qui devait animer cette conférence. Néanmoins, Irma en a décidé autrement, et il a dû se rendre en urgence à Saint-Barthélemy. Donc voilà, il vous prie de bien vouloir l'excuser de ne pas être là aujourd'hui. Je me permets également, je pense qu'il y a beaucoup de membres de la CEA ici présents, mais nous avons également diffusé ce lien à tous les experts en fait, des différents réseaux d'expertise, experts indépendants. Du coup, certains experts ne connaissent pas tellement la CEA, donc je vais en parler très rapidement, ne vous inquiétez pas, dire un peu ce qu'est la CEA. Donc la CEA, évidemment, représenter et promouvoir le métier de l'expert, et la compagnie des experts est en relation régulière, bien entendu, avec les assureurs, et en l'occurrence la FFA. La CEA travaille également avec différents organismes ou associations, l'AQC, l'Agence Qualité Construction, le CNPP, que vous connaissez tous, notamment avec nos certifications, la MRN, la FSE, la MRAE, les associations de consommateurs. La CEA est également présente en Europe avec la FWEDI. Aujourd'hui, la CEA, c'est environ 1000 experts qui animent des comités techniques professionnels et qui publient également une revue professionnelle, l'Expert, que vous connaissez tous. L'Expert, la voilà. Le numéro de ce mois est tout à fait d'actualité, vu qu'il y a quelques pages sur la nouvelle convention IRSI par Michel Lefebvre. Dans ce numéro, il y a également des interventions sur IRMA, différents sujets techniques, juridiques. Voilà, et nous avons mis cette revue à disposition de tous les présidents et vice-présidents de région afin qu'ils puissent le distribuer aux différents experts présents. Je suis allé un peu vite sur mon slide et je reviens en arrière. Donc je parlais effectivement de cette publication, mais point important de la CEA, c'est également toutes les formations. Donc les formations par l'intermédiaire de CEA Développement, sous la responsabilité de François Estrade, qui est dans la salle. Et donc différentes formations, et j'arrive au slide que je voulais vous passer. Petit bilan que nous a fait Aïda sur les formations 2017, que j'ai affiché. Donc aujourd'hui, environ, pour 2017, plus de 350 experts que nous avons formés. Au niveau du technicien expert, 120 experts ont passé ce technicien expert. Et tout ça, ça mobilise beaucoup de formateurs, vu qu'il y avait plus de 160 prestations de formation, c'est-à-dire pour les formateurs, des experts, des avocats, des assureurs. Donc merci à eux, merci notamment aux experts qui interviennent gracieusement dans le cadre de ces formations pour transmettre le savoir. Merci à eux. Toujours dans les formations, donc évidemment vous avez toutes les formations sur le site de la CEA traditionnelle. J'ai affiché uniquement les nouvelles formations que nous allons délivrer en 2018, notamment pour le soutien des certifications. Donc je vous laisse en prendre connaissance, notamment pour les formations techniques et également les formations juridiques et sociales nouvelles qu'on a mises en place en 2018. Évidemment, la CEA est également présente
pour IRSI, forcément. Nous avons mis en place 2 modules, si je puis dire, de formation, en tout cas 2 étapes. La première étape qui va démarrer au mois de février, au cours de laquelle nous allons former des référents formateurs des différents réseaux d'expertise. Donc il y a 4 sessions de 2 jours chacune qui sont déjà organisées, donc qui regroupent les différents référents formateurs, charge à ces référents formateurs ensuite de redescendre l'information et la formation dans les différents réseaux d'expertise. Nous allons également directement nous déplacer dans les différentes régions et nous avons prévu d'avril à juin différentes réunions de terrain où nous irons voir les experts et notamment les experts de cabinets indépendants. Dernier point sur la CEA, que vous connaissez également tous, donc c'est effectivement l'importante participation de la CEA dans le cadre de la certification EEA, expert évaluateur et d'assurance. Le certificat TEA également, technique d'expertise d'assurance, et ce que délivre la CEA, également l'habilitation ERC, expert en recherche de cause. Aujourd'hui, les groupes de travail de la CEA étudient la possibilité de nouvelles habilitations que je vous ai mises, donc l'habilitation amiante, l'habilitation géotechnique et l'habilitation responsabilité civile. Voilà pour la présentation rapide que je voulais faire tout de suite, et je vais maintenant laisser la parole à Stéphane Péné pour nous introduire, nous expliquer peut-être la genèse de cette convention IRSI. Voilà. Merci beaucoup. Merci à la CEA de nous avoir invités à cette réunion importante pour nous, parce qu'elle signe le début de toute une série de présentations que nous allons faire d'ici le mois de juin. Et qui vise donc à mettre en œuvre, à dérouler opérationnellement une nouvelle convention. Et c'est un événement important dans le milieu de l'assurance, parce qu'elle remplace, vous le savez, une convention qui est presque historique dans le paysage de l'assurance française, qui était donc la convention, qui est toujours la convention CIDR. Je tenais en introduction à cette séance d'information de vous donner quelques éléments et de vous dire quelques mots sur pourquoi nous avons décidé, au sein de la profession de l'assurance, de réformer finalement la convention CIDR, une partie aussi de la convention CIDCOP. En fait, j'ai presque honte de dire que ça fait 7 ans qu'on y a songé, certains même 18 ans, à croire que pour changer des conventions, il faut mettre autour de la table tous les assureurs et il faut se mettre d'accord sur la façon dont nous allons changer les choses. En tout cas, ce qui était sûr, c'est que dès le départ, nous avions un objectif très précis, ou plutôt 2. Le premier, c'était d'améliorer le service aux sinistrés, dans les logements collectifs particulièrement, parce que nous estimions, et nous n'étions pas les seuls, il y avait là-dessus beaucoup d'interpellations de la profession par les consommateurs, voire même par les pouvoirs publics, sur le fait que la convention CIDR posait un certain nombre de problèmes. Voilà. Donc il était clair qu'il fallait qu'on change cela. Ça, c'était le premier objectif, et je vais y revenir. Et puis le deuxième, c'était aussi d'aider les gestionnaires des compagnies d'assurance, mais aussi les experts, à mieux comprendre et à simplifier notre système conventionnel en ce qui concerne les logements collectifs. Parce que, entre nous, je crois que si je recense dans la profession les personnes qui connaissent par cœur nos systèmes conventionnels, je ne parle pas que de la CIDCOP, mais tout le recueil, ce qu'on appelle le recueil des conventions, je crois qu'il faut être quand même un grand expert pour connaître tout ça. C'est assez complexe, on a des textes qui se sont empilés au fil du temps, qui étaient parfois contradictoires, les uns avec les autres d'ailleurs, pas toujours dans le même langage, et donc il nous semblait que là aussi il était important d'aider tous ceux qui interviennent dans l'acte de la gestion de sinistre à mieux comprendre et avoir un document plus simple et plus lisible, et en tout cas plus cohérent pour tout ce qui était la gestion des recours et des cumuls au sein notamment d'un sinistre intervenant dans un logement collectif, puisque vous savez que c'est là
où nous retrouvons le plus grand cumul d'assurances possible entre l'occupant, le non-occupant, l'immeuble, etc. Alors, qu'est-ce qu'on critiquait finalement à notre convention CIDR ? Les principaux points qu'on nous critiquait étaient les suivants. Premièrement, l'assuré, le sinistré, avait l'impression qu'il devait faire face à plein d'interlocuteurs. C'est-à-dire qu'il avait son assureur, mais il n'y avait pas que son assureur, il y avait aussi l'assureur de l'immeuble. Et éventuellement, peut-être d'autres, éventuellement, si on était dans des configurations plus complexes. Or, l'assuré nous dit, moi je connais qu'un seul assureur, c'est mon assureur, et je ne veux avoir affaire qu'à lui. Voilà. Donc ça, c'était une première chose qui nous était demandée. La deuxième, c'était que il voulait et il simplifiait le processus de gestion du sinistre, et notamment, si possible, le processus d'expertise, qui lui semblait parfois un processus compliqué, notamment lorsqu'il fallait réunir 2, voire 3 experts au même moment, au même endroit. Et il y avait souvent, des complications, et voire des longueurs, pour pouvoir réunir ce qui paraît logique, puisque c'est compliqué parfois de réunir 2 ou 3 personnes au même endroit, au même moment. Et puis il y avait un troisième point qui nous était critiqué, c'était la question de la recherche de fuite, qui pour beaucoup d'assurés, de sinistrés, était quelque chose d'important, parce que c'est très bien de réparer, mais est-ce qu'on est sûr qu'on a bien repéré d'où vient la fuite, et est-ce que la personne qui est en charge de la réparer va bien la réparer ? Il y avait là une situation sur laquelle nos conventions actuelles étaient très floues, et sur lesquelles ça se renvoyait un peu la balle pour savoir qui allait opérer la recherche de fuite, qui parfois coûte de l'argent. Coûte de l'argent, on le sait. Et je pense qu'en tant qu'assureur, il était important aussi pour nous de s'assurer, je pense que c'est un acte naturel de prévention, que suite à un sinistre, eh bien, on ait au moins détecté d'où il venait et qu'on ait pu réparer la cause de la fuite, notamment en dégâts des eaux. Donc, l'objectif qu'on s'est donné avec cette convention, elle est bien là. Essayer de faire en sorte que l'assuré ait un seul interlocuteur, essayer de simplifier le processus de déroulé de la gestion du sinistre, régler la question de la recherche de fuite de manière la plus définitive possible. Quand je dis la plus définitive, c'est qu'on sait bien aussi que parfois la recherche de fuite pose un problème qui va au-delà de l'assurance. Il est celui d'un voisin qui veut rien savoir et qui veut pas qu'on rentre chez lui pour savoir si ça vient de chez lui. Ça, l'assurance n'y peut rien. Mais au moins sur la prise en charge, qu'on soit au clair là-dessus. Et puis, on s'est donné un quatrième objectif également, qui lui est peut-être plus technique, mais qui en tout cas nous paraissait d'actualité, notamment après le vote de la loi ALUR, c'était de faire intervenir davantage le copropriétaire non occupant lorsqu'il existe, et son contrat d'assurance dans le jeu conventionnel. Jusqu'ici, il n'était pas extrêmement impliqué parce que très peu de copropriétaires non occupants, en tout cas très peu, pas assez en tout cas, de copropriétaires non occupants étaient assurés. Donc il est difficile de faire rentrer dans une convention une partie prenante quand on sait qu'une sur 2 n'est pas assurée. Depuis la loi ALUR, vous savez, il est désormais obligatoire pour un copropriétaire non occupant de s'assurer, et donc on s'est dit que c'était le moment désormais d'intégrer aussi le copropriétaire non occupant dans le jeu conventionnel lorsqu'on a affaire à des logements collectifs. Donc voilà quel était l'objectif. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps pourquoi ? Parce que forcément, entre des assureurs qui sont plutôt des assureurs d'immeubles, des assureurs qui sont plutôt des assureurs de locataires, et ceux qui sont plutôt assureurs de propriétaires occupants, il y avait le jeu de transfert éventuellement de charges entre les uns et les autres. Alors chacun sortait ses calculettes, et chaque fois qu'on décidait un truc, il disait « Ah ben oui, mais moi, du coup, je vais prendre ça en charge, je ne le prenais pas en charge, etc. etc. » Je ne vous cache pas que le rapprochement entre la FFSA et le GEMA pour créer la FF1 a beaucoup aidé à sortir un peu de cette ornière économique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça, je crois qu'on peut mettre ça au bénéfice du rapprochement entre les deux familles, eh bien, a permis de faire des concessions de part et d'autre en se disant « Attendez, on est quand même sur l'intérêt général de la profession et il faut en sortir ». Et je crois que ça a été très positif pour faire aboutir cette convention, parce qu'on était aussi un peu dans une guerre de tranchées entre, on va le dire, entre nous, les mutuelles sans intermédiaire et les sociétés de la FFSA.
Donc on en est sorti et on a aujourd'hui un projet. Alors, juste un mot sur ce projet. En fait, il va se faire en 2 temps. On a d'abord une convention cible. Une convention où on s'est dit, voilà dans l'idéal comment ça devrait se passer. Et on s'est dit, cet idéal, c'est très bien, ça serait formidable de le mettre en place, mais on a quelques données chiffrées qui nous manquent pour arriver à cette cible. Du coup, on va travailler en 2 temps. On va faire l'essentiel au 1er juin 2018. Donc c'est au 1er juin 2018 que cette première étape de convention, qui en gros règle 90% de la cible qu'on s'était donnée, va se mettre en place. Et puis on va se donner 2 ans pour récolter des chiffres à travers cette nouvelle convention et pouvoir ensuite passer à la 2e étape qui aura réglé 100%. Alors est-ce que ça sera 2 ans après ou 3 ans après, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, on a bien en tête qu'il y a un tout petit point encore à régler. Vous le verrez peut-être, et peut-être qu'il y aura des questions là-dessus, mais qui nous permettront d'arriver enfin à cette cible. On a préféré le faire en 2 fois, parce qu'y aller tout de suite nous faisait aller en aveugle sur un certain nombre de points sur lesquels nous n'avions pas véritablement un chiffrage. Et donc on s'est dit, donnons-nous 2 ans ou 3 ans pour le chiffrer, et ensuite y aller en connaissance de cause. Alors, je termine juste en disant, cette convention, on va donc la lancer le 1er juin 2018. Nous avons déjà présenté cela à tous les assureurs. Les assureurs sont en train de former leurs gestionnaires. Ils ont des kits de formation pour le faire. Nous sommes en train de faire la tournée pour le présenter d'abord à vous, parce que vous êtes très concernés sur ce plan-là. Et lorsque je dis que vous êtes très concernés, c'est que vous allez voir que votre rôle dans cette convention va être plus important dans la mesure où vous allez être dans vos travaux. Vous allez aboutir à des expertises qui seront opposables à toutes les parties. Donc vous allez voir que désormais, il n'y aura plus qu'une expertise sur un certain nombre de sinistres où aujourd'hui il fallait de l'expertise contradictoire. Ça veut donc dire que votre travail aujourd'hui va être opposable à toutes les parties. Et je crois que ça, c'est important que vous ayez bien ça en tête, parce que c'est un élément qui, je dirais, donne d'autant plus d'importance au travail que vous allez effectuer dans le déroulé d'un sinistre dans le cadre de cette convention. Nous allons également voir les syndicats de copropriétaires, des syndics, nous allons voir les syndicats des habitats sociaux, les offices HLM, etc. Nous allons à tous ces gens-là présenter, nous avons jusqu'en juin pour le faire, nous avons déjà des rendez-vous de prix. Mais elle n'est pas parfaite, cette convention. C'est-à-dire que vous savez que les sujets sont vastes et qu'on a toujours le cas tordu qui fait que comment va-t-on appliquer tel cas ou tel cas Y à l'intérieur de ce qu'on aura essayé de tout prévoir dans le texte. Donc il faut savoir que nous en sommes parfaitement conscients, mais le mieux est parfois l'ennemi du bien. Et si on veut tout régler avant de se lancer, on ne se lancera jamais. Donc il y a un moment où il faut y aller. Nous pensons aujourd'hui que nous avons à peu près une vision de comment ça peut marcher et bien marcher. Mais il faut savoir que derrière, nous allons mettre en place une commission d'application qui va recenser tous les problèmes qui vont se poser et qui les réglera au fur et à mesure. Et donc qui dictera des règlements intérieurs, qui publiera un certain nombre de ce qu'on appelle les RAP. Je ne sais plus ce que ça veut dire, un RAP d'ailleurs. Voilà, très bien. Et qui donc avanceront dans l'interprétation de la Convention. Et chose que nous allons inaugurer pour cette Convention, c'est que dans cette commission d'application, il y aura un groupe dans lequel participeront les experts. C'est-à-dire que nous aurons aussi vos remontées de façon à pouvoir faire en sorte que nous ayons un large spectre des situations qu'on n'aurait pas prévues, ou en tout cas qui posent un problème d'interprétation et qui nécessitent un éclaircissement. Donc, nous sommes parfaitement conscients que ça ne va pas être à 100% parfait dès le départ. Nous savons, la profession le sait, nous y sommes prêts, mais nous avons prévu, encore une fois, cette commission pour avancer. Et je crois que ça, c'est important, parce que vous aurez aussi, au sein de cette commission, votre mot à dire sur les cas que vous aurez rencontrés. Voilà donc ce que je voulais vous dire en introduction. Il y a une très forte mobilisation de la profession autour de cette nouvelle convention. Vous savez qu'elle gère les sinistres les plus fréquents de l'assurance en général, les dégâts des eaux est le sinistre le plus fréquent. Donc c'est important au niveau des volumes de sinistres. Les enjeux pour la profession sont importants. Mais toute la profession est désormais déterminée pour faire en sorte que cette profession fonctionne. Et eh bien, nous comptons aussi sur vous pour faire en sorte qu'elle fonctionne le mieux possible et pour aussi que nous ayons un dialogue et un débat interactif
dans le lancement de ce nouvel outil de place. Voilà ce que je voulais vous dire, et je voulais aussi m'excuser, vous prier de m'excuser d'avance, car je comptais rester ici pendant toute la séance. Bon, il se trouve que l'actualité est un tout petit peu chargée en ce moment et que je devrais vous quitter à 17h45, très précise, j'en suis absolument navré. Anne-Sophie, qui travaille avec moi à la FFA, connaît sans doute 150 fois mieux ce projet que je ne le connais moi-même, puisqu'elle en connaît la moindre virgule, la moindre page. Et donc, là, je lui mets la pression. Et donc, elle pourra répondre éventuellement aux questions que vous lui posez. Et encore une fois, je vous prie de m'excuser si je dois vous quitter discrètement à 45. J'essaierai de rester le plus longtemps possible. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette intervention. Je poursuis. Donc, c'est pas tout à fait moi qui vais poursuivre. Ça va être Michel Lefebvre, en fait, qui va directeur de la formation de la CEA, qui va pouvoir intervenir pour nous donner les grandes lignes de la convention. Bonjour à tous. Tout d'abord, dans la foulée de ce que vient de dire Stéphane Penet, je voulais quand même préciser, puisqu'il dit que ça ne va pas être idéal tout de suite et qu'il faudra forcément ajuster, qu'il y aura des choses à améliorer. Je voulais quand même remercier la FFA, parce qu'à ma connaissance, je suis déjà un peu ancien dans la profession quand même, et à ma connaissance, c'est la première fois que les assureurs font une concertation avec les experts avant de sortir une convention. Et donc je voulais vous en remercier parce que je pense que déjà ça va faciliter les choses. On a déjà pu mettre au point un certain nombre de choses et éventuellement avoir une petite influence sur certains points. Et je pense que déjà ça permettra que les choses se passent le mieux possible. Bien évidemment, c'est pas idéal, bien sûr. Il y aura forcément des... De toute façon, je pense qu'on ne peut pas... Enfin, les CENI, c'est une situation complexe qu'on ne pourra jamais prévoir tout, et que donc forcément, il y aura toujours des situations où on sera un peu dans l'incertitude. Alors, donc on va essayer le but, l'objectif de... Je l'ai passé où, Olivier ? Le truc là, parce que là ça marche. Ah ça y est, ça marche, pardon. Non, parce que ça marchait pas, mais ça marche. Ok. Donc je vais essayer de vous dresser les grandes lignes. Le but n'est pas de faire le tour complet de la question. De toute façon, vous sortiriez avec la tête complètement farcie et vous ne retiendrez rien. Le but, c'est quand même de donner les grandes lignes et surtout d'insister sur les points qui sont essentiels et qui vont changer le plus nos méthodes de fonctionnement. Alors, bon, je vais passer en gros, donc ça vous a été donné par Stéphane Penet, donc je passe vite là-dessus. Donc les grands principes directeurs qui vont guider le fonctionnement de cette convention, c'est de faire 2 tranches avec des fonctionnements différents. Le but étant effectivement, dans les 2 cas, de simplifier, d'avoir un interlocuteur unique pour l'assurer, mais on va faire des tranches qui vont être quand même différentes avec des incidences différentes. Une première tranche sera une tranche qui sera à 1 600 €, jusqu'à 1 600 €, donc qui aura vocation à remplacer la cidre en grande partie, et donc qui appliquera le même principe, l'abandon de recours. Avec une différence qu'on verra, c'est que là, puisque le but c'est que l'assuré n'ait qu'un seul interlocuteur, l'assureur prendra en charge la totalité des dommages, on ne distinguera plus la prise en charge. Une deuxième tranche entre 1 600 et 5 000 €, où on aura, ce qui va changer donc par rapport à actuellement, un gestionnaire unique, un assureur gestionnaire unique, qui missionnera un expert qui interviendra pour compte commun. L'expert, en fonction des causes qu'il déterminera, orientera les recours à partir les recours. Stéphane Penet n'en a pas parlé, je pense que c'est encore dans l'optique, il va nous le confirmer. Si j'ai bien compris, l'étape ultime, était visé quand même un exercice des recours au forfait, comme il se pratique en auto. C'est toujours d'actualité. Ça, c'est la cible. C'est la cible, voilà. Dont je parlais tout à l'heure. Je cherchais le mot, la cible, voilà. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Oui, Justement, oui. Nous voulions avoir des statistiques pour voir s'il était possible ou pas de fixer un forfait. C'est un des buts de la collecte des données, de permettre éventuellement de pouvoir passer à ce stade-là. Et donc, dans l'exercice du recours, il y a la détermination des responsabilités et le montant du recours. Donc, on peut automatiser les deux et forfaitiser les deux. Le montant du recours, ce sera pour la cible, mais pour la détermination du destinataire du recours, contre qui sera exercé le recours,
Là, on est déjà dedans, c'est-à-dire qu'on va déterminer à partir de la cause, orienter le recours automatiquement pour supprimer toute discussion dans cette deuxième tranche. Alors, il y a une question que tous les experts se posent. Je me retourne vers Anne-Sophie, qui est la grande spécialiste au sein de la FFA. Tout le monde se pose la question. On va voir le champ d'application de la Convention. Il va rester des cas, puisque l'appréciation d'un certain nombre de critères est différente par rapport à la CIDR. Il va rester des cas où la CIDR pourrait rester applicable. Alors, on parle dans la Convention, on dit que les sinistres qui ne relèvent pas d'IRSI relèvent soit de la CIDCOP, soit des autres conventions, soit du droit commun. On ne cite plus la CIDR. Alors, est-ce que la CIDR disparaît complètement ? Alors, oui, la CIDR a vocation à disparaître. En fait, elle ne sera plus applicable pour tous les sinistres postérieurs au 1er juin 2018. Alors, elle survivra un petit peu le temps de régler les sinistres antérieurs, mais elle devrait mourir assez progressivement et rapidement, je pense également. Donc, elles vont cohabiter. Alors, elles vont cohabiter. Double difficulté pour la première période. Okay. Voilà, il faudra régler rapidement les dossiers CIDR, voilà. Comme ça, elles ne cohabiteront pas très longtemps. Et donc, il y aura une période où il faudra effectivement jongler, savoir si le sinistre est survenu avant le 31 mai ou après à partir du 1er juin, ce sera la CIDR ou l'IRSI. Alors, donc c'est ce que je vous ai dit, le but c'est de donner les grandes lignes en insistant sur les aspects les plus novateurs. Maintenant, donc, comme toute convention, le premier point à étudier, c'est le champ d'application. Donc, comme la CIDR, le principe, c'est de pouvoir gérer, en vertu de cette convention, la très grande majorité des petits sinistres. Donc, le champ d'application de cette convention se veut le plus large possible, notamment dans la tranche 1. Comme on retrouvait dans la CIDR un champ d'application extrêmement large, et puis au-delà, un champ d'application pour la CIDCOP plus restreint. Donc, la convention va s'appliquer à tous les types de locaux, avec 2 exceptions qui s'appliqueront dans les 2 tranches, donc les chambres d'hôtes et les hôtels. Alors, et puis sur la deuxième tranche, on exclura, alors dans la CIDCOP, on exclut les locaux à usage professionnel, là on n'a pas repris la même dénomination, on exclut les locaux à usage autre qu'habitation. Donc, je pense, le but, c'est d'exclure les locaux occupés par des associations, ce genre de choses. Bon. Donc voilà, la dénomination n'est pas tout à fait la même, mais c'est un peu, donc, en tranche 2, on sera un petit peu le même principe qu'en CIDCOP. Alors, par contre, là, le terme de chambre d'hôte, si vous pouvez nous apporter une petite explication, parce que actuellement, enfin à Paris, on est en première ligne sur les fameuses locations Airbnb. Est-ce que ces locations sont qualifiées, peuvent être considérées comme des chambres d'hôtes ou pas ? Alors non, on a réfléchi à cette question des Airbnb. On s'est dit qu'il fallait les considérer plutôt comme des meublés ou des saisonniers, parce que chambre d'hôte impliquait un service hôtelier, petit déjeuner, des choses comme ça, ce que ne fait pas du tout Airbnb. Après Airbnb, il faut aussi les identifier, parce que quelquefois on ne les identifie pas Airbnb. Mais s'ils sont identifiés, ça sera plutôt en meublé ou saisonnier. Voilà. Et donc là, l'innovation, c'est que la convention s'appliquera dans les locaux meublés ou saisonniers, contrairement à la CIDR antérieurement. Donc il n'y a pas cette exclusion. La convention s'appliquera aussi, c'était déjà le cas en CIDR, mais pas au-delà, entre immeubles, voisins ou mitoyens, avec peut-être les difficultés de recherche de cause qu'on pourra rencontrer. Bien évidemment, il faut que 2 assureurs soient en cause, 2 sociétés adhérentes soient en cause, sinon si on est tout seul, on ne se pose pas la question de l'application de la Convention. Mais on n'a pas commencé l'exigence que les assureurs assurent à la fois en dommages et en RC. Là, il suffit qu'ils assurent soit en dommages, soit en RC pour être concernés. Et puis se pose la question qu'on rencontrait déjà de la responsabilité d'un tiers. C'est-à-dire, quand on a des recours qui ne sont pas entre assureurs dégâts des eaux ou entre assureurs incendie, est-ce que la convention reste applicable ? Alors là, on fait la distinction si c'est un tiers qui intervient au titre dont la responsabilité peut être recherchée à un titre professionnel ou particulier. Dans la tranche 1, la convention restera applicable entre assureurs de locaux, même si la responsabilité d'un tiers, qui soit professionnel ou particulier, est engagée, avec un recours, bien sûr, contre ce professionnel ou ce particulier. Par contre, dans la tranche 2, comme en CIDCOP actuellement, la convention ne s'appliquera pas si la responsabilité d'un professionnel est engagée. Par contre, si la responsabilité d'un tiers au titre d'une RC vie privée est engagée, la convention pourra s'appliquer entre assureurs des locaux.
Alors, au niveau du champ d'application, donc quels sinistres sont concernés par la Convention? Donc, innovation, non seulement le dégât des eaux, mais également l'incendie, en 2 types de sinistres. Et là, on a aussi une innovation dans la mesure où, dans la CIDR, on nous disait le dégât des eaux, c'est un certain nombre d'événements. Et puis ici, le dégât des eaux n'est pas consécutif à un de ces événements, on est hors convention. Là, on passe d'une formule multirisque à une formule tout risque sauf. C'est-à-dire qu'on va intervenir sur tous les types de sinistres, dégâts des eaux, sauf ceux qui sont explicitement exclus dans la Convention. Donc on a une liste d'exclusions. Donc je vous ai noté les principales, mais c'est un peu plus long que ça. Bien sûr, les dommages de mouille, tout ce qui est canalisation enterrée, les infiltrations par façade, par menuiserie, etc. Et les liquides autres que l'eau. Quelquefois, ça arrive qu'on se pose la question. Les liquides autres que l'eau sont explicitement exclus. En incendie, on a moins d'exclusions, mais elles peuvent être importantes. C'est-à-dire qu'on exclut les phénomènes naturels qui incluent la foudre et les incendies de forêt. Donc ça peut être important. Et puis, ce qui relève des catastrophes technologiques, bon, ça, c'est pas tous les jours, heureusement. Les incendies de véhicules, donc ça, c'est des sinistres fréquents. Donc tout cela se géreront hors IRSI. Et puis les sinistres qui sont régis par la Convention renonciation en recours en sinistre incendie explosion pour les conduites fumées. Autrement, 2 précisions très importantes, parce que là, ça va nous changer par rapport à la CIDR. Si on a une pluralité de causes, il suffit qu'une cause soit exclue pour que le sinistre ne soit pas géré en IRSI. Donc ça va changer, puisqu'en CIDR, on avait la disposition inverse. Par contre, ça c'est une innovation aussi par rapport à la CIDR, un autre changement important aussi, c'est que la Convention IRSI pourra s'appliquer si la cause reste indéterminée, puisque on exclut un certain nombre de causes. Si la cause, on n'a pas une cause exclue qui est déterminée, comme on est sur une formule tout risque sauf, eh bien la Convention IRSI restera applicable. Donc ce qui pourra être intéressant, puisque quelquefois, quand on a un événement ponctuel qui ne se reproduit pas, qui n'est pas reproductible, le voisin a laissé déborder sa baignoire et puis il ne veut pas l'avouer et on ne pourra jamais le prouver. Là au moins on pourra dire cause indéterminée, la Convention s'appliquera quand même. Évidemment, puisque le recours est lié à la cause, la conséquence c'est qu'il n'y aura pas de recours si la cause est indéterminée, mais la Convention pourra s'appliquer. Enfin, au niveau du champ d'application, c'est pas le champ d'application, c'est au-delà, mais ça c'est extrêmement important dans la Convention IRSI. Je pense que c'est un point vraiment majeur, c'est qu'on avait déjà ces dispositions, notamment dans la Convention CIDR, où on nous disait, même si ce n'est pas garanti, sous certaines conditions, certaines choses seront prises en charge. Là, on a un point très important, c'est qu'on va réputer garanti tout un tas de choses, beaucoup plus large, dans un spectre beaucoup plus large que dans la Convention CIDR. Puisque ça va non seulement aller sur les dommages directs, mais aussi sur tout un tas de frais et pertes, et puis bien sûr, très important, la recherche de fuite. Alors, pour les dommages matériels, on sera réputé garanti sur le contenu, tous les dommages tous les contrats qui garantissent un occupant sont réputés garantir le contenu, sans précision, donc si c'est vétusté déduite, ce sera vétusté déduite, mais par contre aussi les embellissements et les parties immobilières privatives en valeur à neuf. Alors, la Convention dit en valeur à neuf sans précision. Sophie, est-ce que ça veut dire qu'on va garantir de la valeur à neuf en illimité ? Oui, ça veut dire qu'on va garantir de la valeur à neuf en illimité, et donc ça sera réputé garanti, et la prise en charge des embellissements et des parties immobilières privatives se fera en valeur à neuf. Donc aucune limitation sur la vétusté. Alors bien sûr, quand même, il ne faudra pas oublier de faire un immédiat indifféré. Ça ne supprime pas l'immédiat différé. Mais donc il n'y a aucune limite à cette valeur à neuf. Je ne vous cache pas que cette partie-là a été la partie la plus longue à discuter entre les assureurs. Le principe, on le verra un petit peu plus loin, c'est que, dans le cadre de ce réputé garanti, le principe c'est que le lésé, le non-responsable, soit indemnisé intégralement, qu'il n'ait pas de découvert et qu'il n'y ait pas de problème d'exercice de recours pour un découvert. Donc le réputé garanti est extrêmement large pour être sûr que le lésé puisse être indemnisé
intégralement. Donc c'est non seulement tous les dommages, y compris en valeur à neuf pour embellissement immobilier, mais ce sera également, donc, et ça c'est sans limite ni condition, hein, donc une limite de garantie qui serait applicable sur une garantie, pas forcément le mobilier, mais sur une garantie recherche de fuite ou perte d'usage ou je ne sais quoi, toutes ces limites ne s'appliqueront pas, hein, puisque non seulement les dommages matériels sont garantis, mais aussi donc, ce qui est appelé frais afférents, c'est-à-dire un certain nombre de frais et pertes consécutifs aux dommages matériels. Donc vous avez la liste là, hein, mesures conservatoires, mesures de sauvetage, c'est-à-dire les dommages causés par les secours, les frais de déplacement, de démolition, de déblai, de traitement des déchets, de mise en conformité, et de frais de diagnostic, mais uniquement pour les parties touchées par le sinistre. Et puis, bien sûr, donc les frais de recherche de fuite. Alors là, j'ai commis une petite erreur. C'est que j'ai mis les frais de recherche de fuite à part. En réalité, dans la convention, si j'ai bien compris, ça fait partie des dommages matériels, les frais de recherche de fuite. Hein. Donc, voilà, je les ai mis à part parce que c'est un point important, mais en réalité, dans la convention, ils sont conçus comme faisant partie du dommage matériel. Donc, les seules exceptions sur les réputés garantis, c'est les dommages immatériels. Il n'y a aucun réputé garanti sur les dommages immatériels, donc soit ils sont garantis, soit ils ne le sont pas. Toutes les limites, franchises applicables sur les dommages immatériels s'appliqueront. Et bien évidemment, on retrouvait ça déjà dans la convention CITE par exemple, les dommages que l'assuré se cause à lui-même. Il n'y a pas de raison, si l'assuré est responsable, qu'il bénéficie de garanties supérieures du fait de la convention. Bien évidemment, les mêmes dommages sont garantis au titre des assurances RC, parce que si sur les garanties en dommages, mais qu'on ne disait pas que c'est réputé garantie RC, à ce moment-là, les recours auraient du mal à aboutir, hein, ça n'aurait pas de sens. Donc bien évidemment, tous ces mêmes dommages, tous ces mêmes préjudices sont garantis aussi au titre des garanties des assurances de RC. Alors il y a un petit point que je n'ai pas précisé, qui est important, je ne sais pas si le cas se posera souvent, c'est que Stéphane venait à parler de l'obligation d'assurance des copropriétaires non occupants. Bon, cette obligation d'assurance ne concerne que leur responsabilité. Donc, il existe sans doute sur le marché des copropriétaires non occupants qui n'ont assuré que leur responsabilité. Eh bien, la Convention prévoit que même si le contrat des copropriétaires non occupants n'assure que leur responsabilité, eh bien, leur contrat interviendra comme s'il assurait le dommage. Donc, il est réputé garantir exactement les mêmes préjudices que s'il était garanti en dommage. Et bien sûr, donc très important, pour que la Convention puisse s'appliquer pleinement, il sera fait donc application, je l'ai déjà dit, ni de limite, ni de conditions, mais également ni de règles proportionnelles, ni de franchise, quel que soit leur montant. Si vous avez 10 000 € de franchise, eh bien, vous n'appliquerez pas votre franchise. La Convention, c'est important parce que ce n'est pas du tout comme la CITE. La CITE, vous avez une franchise supérieure à 1 600 €. On n'appliquait pas la Convention parce que la partie qui avait la franchise supérieure à 1 600 € était réputée non assurée. Là, c'est absolument pas le cas. Quel que soit le montant de la franchise, l'assureur interviendra et donc ne pourra pas dire moi j'ai une franchise supérieure au plafond, je n'interviens pas. Donc ça va permettre de régler en convention beaucoup plus de dossiers et ça va permettre d'éviter que certains ajustent leur franchise en fonction des conventions, comme ça se pratiquait pas mal. Alors, point très important, donc j'ai dit que réputé garantit la recherche de fuite. Donc je me suis permis de mettre enfin, parce qu'effectivement c'était quand même un peu dommage que la recherche de fuite soit la grande absente. Toutes les conventions étaient complètement muettes, c'était comme si elles n'existaient pas, elles étaient inconnues. Donc enfin, les assureurs ont pris les taureaux par les cornes, on peut que s'en réjouir. Et donc on a enfin un accord. Alors c'est d'autant plus important que l'accord, effectivement, moi je le considère relativement effectivement intéressant et appréciable, puisque non seulement on se met d'accord pour dire tout le monde sera réputé garantir la recherche de fuite, mais pour que ça puisse marcher, il faut qu'on ait effectivement une définition commune et qui soit suffisamment large. Et donc, vous avez cette définition commune qui est annexée à la Convention, et donc qui est, à mon avis, qui risque, on verra à l'usage, mais de recouvrir quand même la plupart des problèmes qu'on rencontre sur cette problématique de recherche de fuite. Bien évidemment, on a eu la discussion quand même un petit peu, il y a eu la discussion, mais les frais de réparation sont restés exclus, sachant que dans la pratique, souvent, ils ne sont pas toujours faciles à dissocier. Il y a des discussions un peu byzantines sur qu'est-ce qui est la recherche de fuite, quelle est la réparation. On aura encore ce débat.
Mais bon, certains assureurs, de ce fait, garantissent la réparation, d'autres non. Et bon, la majorité n'a pas souhaité garantir la réparation. Par contre, il est précisé, c'était précisé que le passage en apparent peut être considéré comme une modalité de recherche de fuite. Bien évidemment, il faut que ce passage en apparent, il faut pouvoir en justifier la rentabilité. C'est pas simplement, c'est plus simple, donc on le fait. Ça va de soi. Alors, le principe de cette recherche de fuite, c'est que il y a deux questions, bien sûr. Une fois qu'on est d'accord que tout le monde la garantit, c'est qui la met en œuvre et qui la prend en charge. Donc, comme on l'a vu, on le verra juste après, le principe, c'est que l'assuré va avoir un interlocuteur unique, ce qu'on va appeler l'assureur gestionnaire. Et donc, bien évidemment, c'est cet assureur gestionnaire qui sera le plus à même de mettre en œuvre, ça va de soi, la recherche de fuite. Il est cependant probable, donc comme on le verra, l'assureur gestionnaire, c'est l'assureur, a priori l'assureur de l'occupant du local lésé. Bon, la recherche de fuite, souvent, alors si elle se produit dans le local du lésé, pas de problème, on pourra mettre en œuvre facilement la recherche de fuite. Si l'origine de la fuite est dans un local autre que celui du lésé, ça va forcément poser des problèmes. Donc, la Convention prévoit que, effectivement, un certain nombre de problèmes peuvent se poser et que donc on va arriver à un certain nombre de situations de blocage où l'assureur gestionnaire ne pourra pas aller plus loin dans la détermination de la cause. Et donc dans ces cas, qui sont listés limitativement, donc il y en a 4, c'est premièrement la recherche de fuite ne donne rien, on n'arrive pas à trouver de solution, de réponse à la question, avec les moyens qu'on peut mettre en œuvre. Le deuxième cas, c'est l'impossibilité d'accès au local présumé originaire de la fuite. La fuite vient du voisin du dessus. Le voisin du dessus n'ouvre pas sa porte. Il est parti pour 6 mois à l'étranger. Il n'y a aucun moyen d'accéder à son local. Donc, impossibilité. Le troisième cas, c'est le cas où on aura où la recherche de la fuite implique des investigations destructives, donc dans un local autre que celui du lésé. L'assureur gestionnaire du lésé peut difficilement imposer au voisin du dessus de casser toute sa salle de bain pour rechercher la fuite. Donc, s'il y a des investigations destructives à mettre en œuvre, il faudra passer la main à quelqu'un d'autre. Et puis, le dernier cas de blocage, qui n'est pas forcément un blocage, mais qui a plus du réalisme, c'est quand on a plusieurs lésés. C'est-à-dire que si on a un responsable, il y a une fuite au 5e, et puis en dessous, il y a 4 étages de sinistrés. Donc on a 4 lésés, donc 4 assureurs gestionnaires, 4 recherches de fuite. Donc dans ce cas-là, si la cause de la fuite n'est pas déterminée de manière simple, il est logique qu'il n'y ait qu'une recherche de fuite et non pas 4. Et bien sûr, qui dans ce cas-là est le mieux à même pour faire la recherche de fuite, c'est l'assureur de l'immeuble. Donc dans ces 4 blocages, le principe qui a été retenu, c'est de passer la main à l'assureur de l'immeuble pour mettre en œuvre la recherche de cause. On a aussi la possibilité d'un cas où la recherche de la fuite aurait été initiée avant l'intervention de l'expert. Par qui que ce soit, ça peut être par le responsable, par le lésé, par le syndic, par le propriétaire, par n'importe qui. Et donc, bien évidemment, on va prendre en compte cette recherche de fuite, d'autant plus si elle a abouti, si la cause a été trouvée. Mais donc dans ce cas-là, bien sûr, l'assureur gestionnaire, il intervient après que la fuite a été identifiée, la cause de la fuite est identifiée. Et donc dans ce cas-là, le principe, ça va être que ce sera son assureur, l'assureur de celui qui a initié la recherche de fuite, donc l'assureur du responsable, du voisin, du syndic, qui prendra en charge la recherche de fuite. Celui qui a initié la recherche de fuite se fera indemniser par son propre assureur. Comme dans le cas précédent du blocage où on a passé la main au syndic, c'est l'assureur de l'immeuble qui prendra en charge la recherche de fuite. Et dans ces deux hypothèses, il y aura un recours possible, mais seulement si la recherche de fuite dépasse 1 600 €. Si on est en dessous, on restera dans le cadre de l'abandon de recours. Alors, c'est le point sans doute le plus révolutionnaire, le plus dérangeant pour les praticiens. On a parlé des seuils, 1 600, 5 000 €. La grosse innovation, c'est que ces seuils ne vont plus s'apprécier par lésé, comme on avait l'habitude de le pratiquer,
mais par local sinistré. C'est-à-dire que pour apprécier ces seuils, bon, si on est dans les parties communes, je ne l'ai pas mis parce que c'est plus évident, si on est dans les parties communes, on va totaliser tous les dommages immobiliers dans les parties communes, s'il y a du contenu dans les parties communes, le contenu des parties communes, et puis tout ce qui est frais afférents, et éventuellement recherche de fuite si c'est l'assureur de l'immeuble qui est gestionnaire. Pour un local privatif, ça veut dire qu'on va totaliser le contenu, vétusté déduite, les embellissements et les immobiliers privatifs en valeur à neuf, les frais afférents à tous ces dommages, donc les démolitions des blés, éventuellement les mises en conformité, tout ce que vous voulez, et les frais de recherche de fuite pour l'assureur, si c'est l'assureur gestionnaire, ce qui est a priori le cas, puisque c'est l'assureur de l'occupant qui est assureur gestionnaire. Donc on va additionner tous ces frais, et c'est en additionnant tous ces frais qu'on va apprécier est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de 1600, au-dessus ou en dessous de 5000. Donc ça, par rapport au seuil habituel des 1600 € auquel on est habitué pour l'acide, bien évidemment, ça va, dans la plupart des cas, baisser ce seuil. Parce que, sauf si on n'avait que 240 € de dommages immobiliers, si on avait par exemple 1500 € de contenu et d'embellissement et 1000 € de dommages immobiliers, bon, on réglait une partie. Les deux étaient réglés en cidre, pour le locataire, pour le propriétaire. Voilà. On ne sera pas dans la tranche en dessous de 1600, on sera dans la tranche 1600-5000, et donc on ne sera pas dans la tranche abandon de recours, mais on sera dans la tranche recours. Okay, donc ça va avoir un effet de baisser ce seuil de 1600. Et le seuil de 5000, c'est pareil, par rapport à nos critères habituels, il ne sera pas de 5000, parce que nos critères habituels, c'était les dommages matériels par lésés, en gros. Et là, c'est les dommages matériels, tous lésés confondus, plus tout ce qui est frais afférents. Donc voilà, c'est vraiment, je pense que c'est le changement, un des changements principaux qu'apporte cette convention. Donc en gros, qu'est-ce qui reste ? Il reste les dommages immatériels qui ne seront pas dans cette assiette. Alors ça ne veut pas dire que les dommages immatériels ne sont pas concernés par la convention en parle, les traite, mais ils ne sont pas pris en compte dans l'assiette. Alors, on a parlé de l'assureur gestionnaire. Qui est cet assureur gestionnaire ? J'ai déjà évoqué la question. Donc l'assureur gestionnaire, a priori, c'est l'assureur de l'occupant, quel qu'il soit. Et donc l'intérêt, c'est le but visé par la Convention, de n'avoir qu'un seul interlocuteur pour l'assurer. Cet interlocuteur, c'est l'assureur gestionnaire, éventuellement son expert, on verra dans quel cas. Et cet assureur gestionnaire donc, va gérer la totalité de la situation. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui payera tous les dommages, forcément, mais c'est lui qui va gérer la totalité de la situation. Alors, c'est l'assureur normalement de l'occupant, quel qu'il soit un propriétaire, un copropriétaire occupant, un locataire, un occupant à titre gratuit, quel qu'il soit. On a quelques exceptions, sinon c'est pas drôle, bien sûr, il faut toujours qu'il y ait des exceptions. Donc vous les voyez, c'est les locaux vacants, les meublés saisonniers, les cas où l'occupant, le locataire, parce qu'un occupant à titre gratuit qui donne congé, excusez-moi, si un locataire a donné ou reçu congé au plus tard le jour du sinistre, et puis bien sûr le cas de l'occupant non assuré. Si l'occupant n'est pas assuré, ça ne pourra pas être son assureur qui sera assureur gestionnaire. Donc dans toutes ces hypothèses, c'est l'assureur du propriétaire ou du copropriétaire non occupant qui sera l'assureur gestionnaire. Et si ce propriétaire ou ce copropriétaire non occupant n'est pas assuré, ce sera par subsidiarité l'assureur de la copropriété qui interviendra. Mais on verra bien sûr, ça c'est l'assureur gestionnaire. C'est pas parce que l'assureur gestionnaire qui payera forcément tout, mais il sera assureur gestionnaire. Alors, un petit tableau, juste pour récapituler les situations. On voit chaque situation en fonction de l'occupant. Merci, oui, je veux bien. En fonction de l'occupant, de la situation particulière, de l'assurance ou de la non-assurance. Donc on voit dans toutes les situations, par subsidiarité, l'assureur de l'immeuble peut être amené à intervenir par subsidiarité dans toutes les situations. Bon, c'est le récapitulatif de ce que je viens de vous signaler. Alors, le rôle de l'assureur gestionnaire, pour l'instant on ne parle pas d'expert, on parle de l'assureur gestionnaire.
c'est identifier déjà a priori toutes les personnes et les assureurs concernés par le sinistre. Vérifier la matérialité des faits. Donc, on a un chantier qui reste à mener sur le... Je suis désolé. Sur la question, c'est relancer le constat amiable. Relancer le constat amiable parce que c'est quand même mieux d'avoir un élément qui nous permet d'établir les faits. Bon, il faut qu'il soit bien rempli. On sait que ce n'est pas toujours le cas. Mais donc, à partir des éléments que l'assureur aura, il faudra qu'il essaie de vérifier un peu la réalité des faits. Si justement, il est dans l'incertitude quant à la cause, c'est initier éventuellement la recherche de fuite. Ensuite, bien évidemment, toutes ces tâches d'ailleurs ont pour but principal, premier, de savoir, de se situer le sinistre, soit dans la tranche 1, soit dans la tranche 2, soit hors convention. Étant entendu que si on est hors convention, soit la CITCOP se appliquera, soit les autres conventions peuvent s'appliquer, soit si aucune convention ne s'applique, on sera en droit commun. Et puis, chiffrer les dommages, ou du moins faire une première approche des dommages, toujours pour permettre chiffrer les dommages avec ou sans expert, selon les tranches comme on va le voir. Alors, cet assureur gestionnaire, bien sûr, il va pouvoir faire intervenir un expert, ou devoir faire intervenir un expert, puisque la convention, comme l'expliquait Stéphane Poney, met quand même l'expert, au moins dans la tranche 2, vraiment au centre du processus. Dans la tranche 1, c'est beaucoup moins le cas, mais je pense que c'est un des sinistres que nous avions de moins en moins, de toute façon, donc ça ne changera pas grand-chose. Donc, la convention exige l'intervention d'un expert. En tranche 1, uniquement s'il y a un recours. Donc, 3 hypothèses, soit des sinistres répétitifs, puisqu'on verra que cette notion est reprise, à peu près de manière identique à celle de la cidre. Sauf que, comme la convention s'applique en incendie et en dégâts des eaux, on aura des sinistres répétitifs qui pourront être un incendie et un dégât des eaux. Voilà. Ça peut paraître surprenant, mais bon, a priori, c'est comme ça que ça s'appliquera. Donc, autre hypothèse de recours, si le responsable est un tiers à l'immeuble, et puis si on a des dommages immatériels inférieurs à 5 000 €, on verra que pour les dommages immatériels, le recours est au premier franc. Donc, à partir du moment où on a des dommages immatériels... Au premier euro, pardon. Excusez-moi. Donc, si on a des dommages immatériels, il faudra impérativement qu'il y ait un expert, puisqu'il faudra qu'il y ait un expert qui intervienne pour compte commun du lésé, du responsable. Donc, la présence d'un expert sera indispensable. Par contre, on verra que l'expertise contradictoire n'est pas forcément obligatoire, puisque si les dommages sont inférieurs à 5 000 €, c'est l'expert pour compte commun qui interviendra et qui chiffrera ces dommages immatériels. Et il y aura besoin d'expertise contradictoire que si les causes du sinistre font problème. Si la cause est identifiée clairement, il n'y aura pas besoin d'expertise contradictoire. En tranche 2, l'intervention d'un expert est obligatoire, puisque le gestionnaire va gérer pour le compte de plusieurs lésés. Un assureur ne peut pas intervenir pour le compte de plusieurs... Donc il faut qu'il y ait en quelque sorte un acteur impartial, l'expert, qui intervienne. Et donc, dans tous les cas, en tranche 2, il y aura un expert. Donc cet expert, ça sera dit expert pour compte commun. Ça veut dire qu'il interviendra pour tous les assureurs concernés, sauf les cas de tiers extérieurs à l'immeuble. Donc il interviendra pour tous les lésés, dans le local pour lequel il est missionné. Donc sa mission concernera un local. Donc il interviendra pour tous les assureurs concernés par les dommages subis dans ce local, dommages matériels, immatériels, frais afférents. Et il interviendra aussi pour le responsable. Si le responsable est un responsable pas professionnel ou particulier au titre d'une RC vie privée, mais au titre d'une RC dégâts des eaux ou RC incendie. Donc voilà, la situation la plus fréquente, si on a un locataire et un propriétaire non occupant, il sera donc à la fois expert pour le locataire, pour le propriétaire non occupant, et si le responsable est extérieur au local, pour le responsable. Il sera expert pour 3 assureurs différents, avec la difficulté qu'il n'en connaîtra qu'un seul. Bon.
Après, il ne connaît pas les contrats des autres experts, des autres assureurs, mais vu l'étendue des réputés garantis, a priori, c'est pas gênant. C'est ça l'intérêt des réputés garantis, c'est qu'a priori, les garanties sont à peu près les mêmes, réputées être les mêmes à peu près dans tous les contrats. Donc, c'est pas très grave de ne pas avoir les contrats des autres assureurs. Ce sera aux autres assureurs, en fonction de la description des dommages, d'ajuster leurs garanties s'ils ont des garanties supérieures aux réputés garantis. Alors, la mission de l'expert. Alors, il y a une originalité dans cette convention, c'est que c'était le cas dans aucune convention avant, c'est que là, la convention comporte un certain nombre d'annexes. La première, c'est sur les barèmes de responsabilité. Vous avez ensuite une annexe sur les définitions, une annexe sur les seuils. Et puis, l'annexe 4, c'est une annexe sur la mission de l'expert. Et donc, la convention comporte en annexe une mission très détaillée, comment l'expert doit procéder. Donc, comment il doit convoquer les parties, comment doivent se dérouler les opérations d'expertise, quels sont les délais, quel est son rôle dans la recherche de cause, quelles sont les conséquences de l'absence de certaines parties, est-ce qu'il faut qu'il reconvoque, est-ce qu'il passe outre. Bien sûr, la mission évoque le rapport d'expertise commun, notion aussi très importante, puisque l'expert va intervenir pour plusieurs assureurs. Il faut qu'il ait un modèle de rapport d'expertise commun. On verra ça après, à quoi va servir ce rapport et comment il va se passer. Et puis, cette mission évoque un certain nombre de cas particuliers qui sont les dépassements de tranches, quand on change de tranche, si on tombe sur un sinistre, les investigations amènent à se rendre compte que le sinistre n'est pas garanti. Bon, voilà. Si on a une aggravation de sinistre, comment ça va se passer, etc. Alors à propos de la recherche de fuite, il y a une question qui a été posée régulièrement. C'est si la recherche de fuite aboutit à une cause qui n'est exclue dans la convention, est-ce que la recherche de fuite sera quand même prise en charge? C'est une problématique qui est rencontrée, je pense, pas mal par les experts, où un certain nombre d'assureurs refusent de prendre en charge la recherche de fuite si elle aboutit à une cause non garantie. Est-ce que ce sera le cas là dans la convention? Non, ça ne sera pas le cas parce que la volonté, c'est vraiment que cette recherche de fuite soit intégrée. Et si effectivement après on se dit si c'est une cause exclue, elle ne sera pas prise en charge, finalement, voilà, les assureurs vont être réticents à l'organiser. Donc c'est bien celui qui l'a organisé, enfin l'assureur de celui qui l'a organisé, ou si c'est un assureur qui l'a organisé, qui la prend en charge, même si c'est une clause exclue. Ok. La mission, l'annexe 4, enfin, comporte des annexes. Il y a des annexes à l'annexe. Des modèles de lettres de convocation. Donc, vous avez dans l'annexe 4, sur la mission de l'expert, des lettres types pour convoquer le syndic, pour transmettre la recherche de fuite au syndic, pour convoquer le responsable, pour convoquer le lésé propriétaire, le lésé locataire. Vous avez un certain nombre de lettres types. Et puis, comme il y a des délais dans cette annexe 4 sur la mission de l'expert, on a des tableaux récapitulatifs des délais. Alors, il y en a deux. Il y en a un qui est simplifié, l'autre qui est plus compliqué. Je vous ai donné en exemple plus compliqué. Bon, voilà. Donc, les délais sont résumés là. Vous l'apprendrez par cœur. Bon, en gros, vous avez 15 jours pour faire le rendez-vous et vous avez 10 jours pour remettre votre rapport, à partir du moment où vous avez en gros tous les éléments. Enfin, tous les éléments. À partir du moment où la cause est déterminée et où vous avez fait une proposition au lésé. Comme on va le voir, ce qu'on vous demande, c'est de solliciter l'accord du lésé, mais pas forcément de le recueillir. Donc voilà, pour résumer, donc la mission, c'est identifier toutes les parties. Alors on a vu que dans la mission de l'assureur gestionnaire, il y avait de rassembler les informations sur les différentes parties concernées et leurs assureurs. Je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Que les missions que nous recevrons ne seront pas tout à fait complètes et qu'il nous restera un petit peu de travail à faire. Donc, clairement, l'expert en tranche 2, je pense que l'assureur, quand il aura déterminé qu'il est en tranche 2, il enverra le bébé à l'expert. Et donc, ce sera à l'expert d'identifier, je pense que ce sera un travail important pour qu'une mission puisse être menée à bien. Il y aura un travail très important à faire d'identification de toutes les parties de leurs assureurs. Il faudra convoquer les parties
là, une nouveauté, c'est qu'on les convoque par lettre simple et surtout, on ne convoque pas les assureurs, hein, puisqu'on intervient pour tous les assureurs. On n'a pas besoin de convoquer les assureurs. Ça n'aurait pas de sens. Donc, l'expert doit déterminer la cause et, si nécessaire, donc faire procéder à une recherche de fuite par un prestataire. Il doit chiffrer tous les dommages, donc les dommages matériels, les frais afférents, bien sûr la recherche de fuite, s'il est assureur gestionnaire, et puis les préjudices immatériels aussi, tant qu'ils sont inférieurs à 5 000 euros. Ça rentre dans le cadre de la mission de l'expert pour compte commun. Il doit solliciter l'accord de tous les lésés. Alors la convention précise par tout moyen. Bon. Donc voilà, si lors du rendez-vous, vous pouvez faire une proposition verbale. Bon, si la personne est en face de vous faire signer, à mon avis, ce sera mieux. Mais voilà, la difficulté, c'est que très certainement, quand on sera missionné par un assureur de locataire, on n'aura pas de propriétaire, enfin, on n'aura souvent pas de propriétaire non occupant en face. Donc, comment on fait pour prendre accord ? Voilà, il faut solliciter cet accord par tout moyen, mais il n'y a pas d'obligation de résultat d'obtenir cet accord. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir reçu cet accord ne sera pas bloquant et vous pouvez donc rendre votre rapport donc dans un des 10 jours à partir du moment où vous aurez sollicité cet accord. Et puis, donc bien sûr, il faudra, en fin d'expertise, faire deux rapports. Un rapport contractuel pour l'assureur qui vous aura missionné et un rapport d'expertise commun, donc sur un modèle standard, dont je vais vous détailler un peu le principe, qui sera donc destiné à tous les assureurs. Les assureurs, non seulement bien sûr celui qui vous a missionné, mais il aura son rapport contractuel, mais il faudra lui adresser aussi, mais bien sûr tous les assureurs qui ne vous ont pas missionné et qui sont concernés par les dommages, et puis l'assureur du responsable, puisque en fonction de la cause que vous aurez déterminée, ça permettra de déterminer vers qui le recours doit être exercé. Alors, la Convention prévoit une possibilité pour que les assureurs, il y en a qui sont très fans, d'autres qui sont beaucoup moins fans, donc il fallait trouver un consensus sur l'expertise à distance. Est-ce qu'il y a forcément un expert qui intervient, si on est en tranche 2 ? Est-ce que l'expertise peut se faire en expertise à distance ? Donc la possibilité effectivement est restée ouverte puisqu'il y a des assureurs qui sont très attachés à pouvoir faire de l'expertise à distance. Mais ceux qui ne sont pas très attachés ont mis quand même des garde-fous pour être sûr qu'il n'y en ait pas trop. Enfin, pas trop dans des circonstances qui s'y prêteraient pas. Donc la condition pour que l'expertise puisse être faite à distance, c'est que l'expert dispose de tous les éléments pour déterminer les causes, et pour déterminer, j'ai appelé les conséquences, mais c'est pour déterminer l'imputabilité des dommages qui sont réclamés à la cause qui a été identifiée. Il faut donc les deux conditions, non seulement que la cause soit identifiée, mais qu'il y ait une certitude sur l'imputabilité des dommages à cette cause. À ces deux conditions, ça peut être fait, donc l'expertise peut être faite à distance. Alors le rapport d'expertise commun, donc il se fera sur DARVA. Donc même les assureurs qui ne travaillent pas avec DARVA actuellement ont accepté, enfin je ne pense pas qu'ils aient eu beaucoup de choix d'ailleurs, mais bon. Ils ont accepté, donc le rapport d'expertise pour compte commun donc, sera... Ah oui, pardon, il y avait un point que je voulais vous demander quand même. C'était sur l'accord. Donc on dit l'expert doit tenter de recueillir l'accord des parties, solliciter l'accord des parties. Donc on va avoir un certain nombre de cas. Celui que j'ai évoqué, c'est plutôt on n'a pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait ? Donc on rend le rapport même si on n'a pas l'accord. Mais la problématique qui risque d'être plus délicate, c'est si on n'a pas d'accord, si on a un désaccord. La Convention n'est pas très explicite sur la question. Si on a clairement un désaccord, comment ça se passe ? Alors, s'il y a clairement un désaccord et que vous êtes en face et que vous pouvez discuter et finalement trouver un accord, c'est parfait. Mais si ce n'est pas le cas, vous déposez quand même votre rapport et c'est l'assureur qui réglera le problème, en fait. Voilà. Vous avez entendu ? Je sens un vent de scepticisme. Moi aussi, mais ils sont prêts à le faire, ils vont gérer cette difficulté. C'est ce qu'ils ont dit. Vous avez tous Vous avez enregistré. Comment ? C'est plein de nouveautés cette convention. Donc
Ce rapport d'expertise pour compte commun, donc rempli sous DARVA, donc, il comportera donc des informations bien sûr générales sur l'expert, l'assureur qui l'a missionné, le risque, le sinistre, l'identification de la cause, y compris la possibilité cause non déterminée. Et c'est cette identification de la cause qui découlera sur un cas du barème qu'on va voir après et qui permettra d'orienter les recours en fonction de cette cause identifiée que les recours seront automatiquement initiés. L'identification, bien sûr, les coordonnées de toutes les parties concernées de leurs assureurs, dans la mesure du possible, où les informations ont pu être obtenues. Et puis, le chiffrage de tous les dommages relevant de cette convention, donc les dommages matériels sur partie immobilière, sur embellissement, sur contenu, sur tous les frais afférents, les recherches de fuite et les dommages immobiliers, les dommages immatériels. Sachant que les dommages immatériels qui relèvent de la convention, vous en avez une définition. C'est-à-dire que dans l'annexe 2, qui comporte un certain nombre de définitions, vous avez une définition des dommages immatériels qui relèvent de la Convention. Donc si vous avez un dommage immatériel qui ne rentre pas dans la catégorie, enfin dans cette définition, dans aucune des catégories de la définition, je pense que ça se gérera hors Convention. Bon, donc essayez de tout faire rentrer. Elle est assez large. Oui, il manque pas grand-chose, mais bon. Donc tous ces dommages doivent être chiffrés dans le rapport d'expertise commun, bien sûr pour les immatériels, à condition qu'ils soient inférieurs à 5 000 €. Et il y a une zone de commentaires libres où vous pourrez éventuellement, si vous êtes dans un cas particulier, donner des explications. Bon. Ce document rempli sous DARVA donnera lieu à l'émission d'un document PDF. Alors je vous fais grâce des modes de communication par DARVA. Je ne suis pas vraiment un spécialiste. Bien qu'ayant assisté vendredi à une réunion pour expliquer le point d'avancement, donc il y aura différentes manières éventuellement en fonction de votre service informatique, etc., de remplir ça sous DARVA, qui pourra éventuellement être réincrémenté à partir de votre rapport contractuel, qui pourra éventuellement, si vous avez, en fonction de votre service informatique, éventuellement vous pourrez être un rapport d'expertise commun qui sera en partie pré-rempli parce que vous aurez rempli dans votre rapport contractuel. Bon. Donc ce document PDF, c'est ce document PDF qui devra être transmis donc à tous les autres assureurs, la convention étant complètement maître sur les canaux de transmission. Donc ce sera aux experts de voir avec chaque assureur de quelle manière, bien sûr chaque assureur qui ne l'aura pas missionné, parce que l'assureur qui l'a missionné, il n'y a pas de problème, mais les assureurs qui ne l'auront pas missionné, vous intervenez pour un assureur de locataire, vous chiffrez des dommages immobiliers, donc l'assureur du propriétaire sera concerné, l'assureur responsable sera concerné. Vous aurez émis ce rapport d'expertise commun, vous aurez un document PDF, et là, il faudra le transmettre aux autres assureurs. Et en fonction de ces assureurs, il faudra petit à petit vous caler avec les différents assureurs, même ceux donc avec qui vous ne travaillez pas habituellement, pour savoir quel mode de transmission. Pour l'instant, c'est absolument pas standardisé. Alors, à quoi servira ce rapport d'expertise commun ? Il servira bien évidemment à l'indemnisation de tous les lésés. Bon, pour l'assuré de l'assureur qui vous aura missionné, vous aurez transmis votre rapport contractuel, il n'y a pas de problème. Et donc pour les autres lésés, le rapport d'expertise commun sera le seul document qui permettra de les indemniser. Il servira bien sûr à l'exercice des recours, puisque je vous l'ai expliqué. Je vais vous le réexpliquer un peu plus. L'exercice du recours sera lié à la cause que vous aurez déterminée dans le rapport d'expertise commun. Il servira aussi pour les différentes actions conventionnelles, les actions en remboursement et les actions en récupération. C'est nouveau, ça vient de sortir, je vous expliquerai ça. Et ce rapport d'expertise commun servira aussi, c'est très important, à ce que vous a expliqué Stéphane Ponnet, c'est-à-dire à alimenter les statistiques qui permettront d'envisager la phase 2. Toutes les calculs des transferts de charges, à la fois liés à cette première version et à ce qui est envisagé dans la version définitive. Donc il y a un organisme qui a été chargé de collecter à partir de tous ces rapports d'expertise communs toutes les données pour calculer ces transferts de charges actuels et potentiels en fonction des étapes de la Convention et permettre d'envisager et de finaliser la deuxième étape. Alors, qui
Ça nous concerne moins, puisque a priori, ça c'est après le rapport, mais bon, c'est quand même bien de savoir un peu comment ça fonctionne. Donc, qui va prendre quoi en charge? Donc, concernant les parties privatives, on va distinguer tranche 1, tranche 2. Donc, tranche 1, c'est simple, l'assureur gestionnaire paye tout. Hein. C'est-à-dire que l'assureur gestionnaire va payer les dommages, donc l'assureur gestionnaire, a priori, assureur de l'occupant, va payer y compris les embellissements du propriétaire, y compris les dommages immobiliers, sans limite. Hein. Avant, c'était 240 €. Là, il va payer les dommages immobiliers sans limite. Voilà. Alors, si c'est l'assureur, bien sûr, ça c'est le cas normal, hein, si c'est l'assureur gestionnaire et l'assureur de l'occupant. Si l'occupant n'est pas assuré ou si c'est de toute façon un local saisonnier, l'occupant il n'est plus là. Hein, mais si on est dans le cas où l'assureur gestionnaire est l'assureur du propriétaire, bien évidemment, lui, il ne prendra pas en charge le mobilier de l'occupant, hein, ni les embellissements de l'occupant. En tranche 2, le principe, donc, c'est que en tranche 1, l'assureur gestionnaire paye tout. En tranche 2, chacun reprend ses billes, si je puis dire, c'est-à-dire que chaque assureur paye les dommages de son assuré. Donc l'assureur du locataire va payer le contenu et les embellissements du locataire. L'assureur du propriétaire payera les dommages immobiliers privatifs et les embellissements du propriétaire. Chaque assureur paye les dommages de son assuré, étant entendu que c'est l'assureur gestionnaire, par contre, qui paye les recherches de fuite dans tous les cas, hein, sauf les cas particuliers que je vous ai déjà évoqués. Hein. Alors bien évidemment, donc c'est une des innovations, hein, c'est ce que vous a indiqué Stéphane Penès. Un des buts, c'était de recentrer un peu et de faire revenir dans le jeu les assureurs des copropriétaires d'un occupant. Hein. Donc là, une conséquence importante, c'est que par rapport à notre pratique habituelle, là, l'assureur du copropriétaire non occupant va intervenir, alors qu'avant, toutes les conventions l'excluaient, le mettaient de côté. Là, il va intervenir et donc il interviendra pour les dommages immobiliers et les embellissements du copropriétaire non occupant. Et donc, il y a bien sûr, en cas de subsidiarité, si le copropriétaire non occupant n'est pas assuré, la convention prévoit, alors il y a des tableaux qui détaillent tous les cas, prévoit comment l'assureur de la copropriété peut intervenir par subsidiarité. L'assureur de la copropriété interviendra par subsidiarité d'office sur tout ce qui est dommages immobiliers, et puis ce qui est embellissement contenu, ce sera en fonction de la garantie. Hein. Il n'y aura pas de dérogation à la garantie du contrat. Pour les parties communes, c'est pareil, là c'est simple, hein, on prendra en charge tous les dommages immobiliers, les dommages au contenu éventuellement des parties communes, les frais afférents, les frais de recherche de fuite si l'assureur de la copropriété est gestionnaire, et les immatériels pour la copropriété s'ils sont garantis. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de réputé garantie pour les immatériels. Donc là, c'est vraiment en fonction des garanties du contrat. Et donc, l'annexe 6 comporte tout un tas de tableaux, un peu comme on pouvait avoir en annexe de la CIDR et de la CIDCOP, hein, tout un tas de tableaux qui envisagent toutes les situations, tous les cas possibles, avec à chaque fois qui prend en charge. Alors, il y a un cas particulier qui est prévu. Les assureurs entre eux l'appellent la clause Matmut. C'est officieux. Je suppose que c'est... Mais moi, c'est une bonne idée. Enfin, je m'en ai pourquoi, mais après la réflexion, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une procédure qui permet de régler en tranche 2 comme en tranche 1. C'est-à-dire que l'assureur de l'occupant prenne en charge tous les dommages, y compris les dommages immobiliers, privatifs. Alors bien sûr, il faut des garde-fous. Donc il faut que le propriétaire donne son accord et il faut que les dommages soient réparés par une entreprise. Mais sous ces deux conditions, l'assureur de l'occupant a la possibilité de prendre en charge tous les dommages, y compris les dommages immobiliers. Alors, je n'en voyais pas trop l'intérêt a priori, mais effectivement, en discutant, puisque le but est que l'assuré est un interlocuteur unique, que ce soit l'assureur, que ce soit l'expert, et bien l'entreprise aussi. Hein. Donc le but, c'est que quand vous avez à la fois des embellissements et des dommages immobiliers, que ce soit la même entreprise qui fasse tous les travaux. Et si vous avez deux assureurs différents, avec éventuellement des barèmes différents, des entreprises de réparation en nature différents, c'est ingérable. Hein. Donc, notamment pour la réparation en nature, ça permet effectivement d'avoir un seul assureur et donc un seul intervenant pour la réparation en nature qui prenne en charge tous les travaux. L'assureur prend en charge directement la facture et c'est effectivement pour l'assurer beaucoup plus simple. Donc
dans le but de simplification qui est visé par la Convention, c'est effectivement, je pense, une bonne disposition. Alors, après, la question, c'est est-ce que l'assureur de l'occupant qui a payé les dommages immobiliers a-t-il une action en remboursement contre l'assureur du copropriétaire non occupant? Eh bien non. Le principe, s'il paye, il garde pour lui. Mais par contre, il a un recours. C'est-à-dire qu'il peut inclure ces dommages immobiliers, bien sûr, dans l'assiette du recours. Voilà. Le principe de cette clause. Alors sur les dommages immatériels, donc j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises. Les dommages immatériels, donc, ils ne sont pas réputés garantis, donc on applique les dispositions du contrat. Mais par contre, ils rentrent dans le cadre de la convention tant qu'ils ne dépassent pas 5 000 euros. 5 000 euros donc par local, puisqu'on raisonne toujours par local. Donc s'ils sont inférieurs à 5 000 euros par local, ça veut dire qu'ils rentrent dans le cadre de la mission de l'expert pour compte commun. Donc ils sont chiffrés par l'expert pour compte commun et ils font l'objet du recours selon les conclusions de l'expert pour compte commun. Par contre, si ces dommages immobiliers dépassent 5 000 euros, ils ne sont plus gérés en IRSI, mais si par ailleurs le sinistre relève d'IRSI, c'est-à-dire que les dommages matériels sont inférieurs à 5 000 euros, eh bien, on fera une expertise contradictoire pour le chiffrage des dommages immatériels supérieurs à 5 000 euros, mais par contre, la détermination de la cause qui aura été faite par l'expert pour compte commun dans le cadre d'IRSI restera opposable à l'assureur du responsable, et donc il n'y aura pas d'expertise contradictoire sur les causes et circonstances. L'expertise contradictoire ne portera que sur le chiffrage des dommages immatériels. C'est un point important. Et donc, bien sûr, comme je vous ai expliqué, il donne lieu à l'exercice d'un recours au premier euro. Alors, sur les recours, donc en tranche 1, donc on l'a vu, le principe c'est l'abandon de recours. Alors, il y a toujours des exceptions, bien sûr. Les sinistres, j'ai déjà évoqué, les sinistres répétitifs, on a une définition qui est très proche de celle de la CIDR. Les recours contre les tiers à l'immeuble, professionnels ou non professionnels. Et donc c'est ce que je vous avais déjà évoqué. Dans les cas de recours contre un tiers, on ne fera une expertise contradictoire que s'il y a désaccord sur les circonstances. Je crois que c'est limité si c'est un tiers non professionnel. Parce que de toute façon, si c'est un professionnel, on fait une expertise contradictoire totalement. Et en tranche 2, donc bien sûr, chaque assureur qui a payé des dommages a un recours. Et ce recours, donc, est exercé sur la base de ce barème conventionnel, appelé barème de répartition. Il n'est pas appelé barème de responsabilité, parce qu'il est quand même... Il est très proche du droit commun, mais il ne suit pas le droit commun vraiment. Donc, il est appelé barème de répartition. Donc, c'est un barème pour répartir les recours, aussi bien en dégâts des eaux qu'en incendie. Et donc, l'application de ce barème se fait à partir de la cause déterminée par l'expert, étant entendu, comme je l'ai dit, que si la cause est indéterminée, il n'y a pas de recours. Alors, les grandes lignes de ces barèmes, il est assez simple, puisque vous voyez, le nombre de cas est quand même très limité. Donc, en dégâts des eaux, 3 principes. Soit c'est la responsabilité de l'occupant dans un certain nombre de cas limitativement cités. Il y en a 6. Ça ressemble, mais c'est quand même pas la même chose. Mais l'idée est la même un peu que le risque d'usager. Mais dans la rédaction, il y a des choses qui se ressemblent et puis d'autres qui sont différentes. Mais c'est un peu la même idée que le risque d'usager. Donc il y a 6 cas qui sont limitativement déterminés. C'est la responsabilité de l'occupant. Ensuite, si l'origine est une partie privative et qu'on est hors de ces 6 cas, c'est la responsabilité du propriétaire non occupant. Alors bien sûr, si c'est un propriétaire occupant, les deux premiers se confondent. Et puis, si l'origine est une partie commune, c'est la responsabilité de l'immeuble, ce qui est assez logique. Vous voyez qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Et en incendie, là, on a simplifié. On a voulu éviter les débats sur les recours pour faute, sur 1242. Alinéa 2. Donc, bien sûr, c'est le recours qui prête le plus à discussion. Donc, on a voulu éviter ces discussions et donc on a évacué complètement les recours entre voisins, abandon de recours total entre voisins. Donc, les seuls recours possibles sont entre le propriétaire et locataire. Donc, le locataire sera responsable lorsque l'incendie prend naissance dans le local qu'il occupe et le propriétaire sera responsable si le sinistre prend dans des parties communes ou dans un local vacant.
Alors, la convention comporte des dispositions, je ne vais pas rentrer dans le détail, sur les sinistres en aggravation. C'est-à-dire s'il y a une déclaration d'aggravation de dommages, est-ce que, bon, si on change de tranche, si on reste dans la même tranche, vous avez un tableau là qui synthétise tout. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça n'a pas un grand intérêt. Les actions en remboursement se pratiquent comme dans toute convention. Hein, quand un assureur qui n'était pas l'assureur désigné par la convention a été amené à payer, alors la convention, il y a quand même un petit plus par rapport au précédent. C'est qu'on vous dit si un assureur qui est sollicité pour prendre en charge des dommages qu'il n'est pas chargé de prendre au titre de la convention, il va essayer d'inciter fortement son assuré pour aller voir ailleurs. Et s'il n'y arrive vraiment pas et qu'il paye, eh bien il a une action en remboursement, donc qui se pratique tout à fait comme dans les autres conventions. Hein. Alors, seule exception, il y a 2 exceptions. La recherche de fuite, hein, c'est-à-dire, je vous ai dit, quand c'est l'assureur du syndic qui a pris en compte la recherche de fuite parce qu'on était dans une situation de blocage et qu'on a transféré la recherche de fuite au syndic, c'est l'assureur de la copropriété qui paye et il n'y a pas d'action remboursement. De même, quand c'est ce qu'on a appelé des investigations préalables, donc une recherche de fuite qui a été faite avant l'arrivée de l'expert de l'assureur gestionnaire, c'est l'assureur de celui qui a fait les investigations préalables qui prend en charge, sans action remboursement aussi. Et puis, dans le cas où l'assureur de l'occupant prend en charge, y compris les dommages immobiliers, le cas que je viens de vous expliquer il y a 5 minutes, là non plus, il n'y a pas d'action remboursement. Et puis, donc, la Convention innove en inventant une nouvelle action qui est l'action en récupération. Alors, c'est dans le cadre de ce qui vous est expliqué sur l'histoire des transferts de charges, d'évaluer les transferts de charges. Alors, et la première étape étant, le but de cette première étape provisoire étant de ne pas faire des transferts de charges trop violents par rapport à l'étape finale. Hein. Donc, pour limiter ces transferts de charges, il y a cette action en récupération qui a été initiée, c'est-à-dire de dire si l'assureur du copropriétaire occupant a payé des dommages immobiliers et qu'il n'a pas de recours, c'est uniquement s'il n'a pas de recours, il pourra récupérer le montant des dommages immobiliers privatifs qu'il a payés auprès de l'assureur de la copropriété. Bon, c'est dans le but de limiter les transferts de charges qui sont la conséquence de la convention. Alors, je suis pile dans les temps, j'ai jamais fait ça de ma vie. Donc, dernier point, mais bon, Stéphane Poney a défloré ma conclusion. Donc, la Convention prévoit effectivement dans son article 1.3 la mise en place d'une commission d'application et prévoit que cette commission d'application a la possibilité de réunir donc un groupe de travail paritaire expert assureur. Donc, allez-y. Hein, le but, c'est que cette convention fonctionne le mieux possible, le plus vite possible, et que donc plus on fera remonter de questions pertinentes, bien sûr, hein, auprès des assureurs, plus vite les problèmes seront réglés. Et donc, allez-y, soit au sein de vos réseaux, si les réseaux, je sais qu'il y a des réseaux qui ont l'intention de mettre en place un peu des correspondants IRSI pour faire remonter ces questions, soit directement auprès de la CEA, faites remonter vos questions, on les transférera aux assureurs. Je pense qu'on aura des réunions de temps en temps pour... on en a déjà eu une d'ailleurs. Donc voilà. Je réalise que j'ai oublié un point, un petit point. Quand je vous ai dit, enfin vous l'avez vu, hein, puisque vous... quand je vous ai dit il y a un assureur par local, il y avait une précision à apporter, c'est que dans un immeuble, toutes les parties communes forment un seul local. Hein, parce que la question s'est posée, quand on intervient pour l'assureur de l'occupant d'un local, il est possible qu'il y ait dans ce local privatif des parties communes, hein, des descentes communes par exemple, etc. Et donc la question se posait, est-ce qu'on doit chiffrer aussi les parties communes ou pas? Et donc les assureurs ont tranché en disant non, toutes les parties communes formeront un seul local, et donc à partir du moment où il y aura des parties communes touchées, quel que soit le lieu de ces parties communes, il y aura l'assureur de la copropriété, enfin de l'immeuble, sera assureur gestionnaire pour ces parties communes, et donc il y aura un expert éventuellement qui interviendra pour ces parties communes, pour l'ensemble de ces parties communes touchées. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Michel. Je pense qu'on peut l'applaudir. Je m'excuse pour avoir eu un peu de... C'est difficile sur la fin. Donc, c'est parti. Hein. Voilà, c'est parti. On sait quasiment tout sur la convention IRSI. Maintenant,
Mais pas d'inquiétude. Effectivement, il nous reste encore, 6 mois, un petit peu moins de 6 mois. C'est vrai que ça va changer nos habitudes. Je pense que ça va aussi changer les habitudes des assureurs. Donc on a, de façon commune, on va devoir réapprendre, si je puis dire. Je voulais dire un petit mot sur la commission d'application. On en a parlé plusieurs fois. Il n'y a plus personne qui écoute. Mais Michel a bien tenu le timing, comme il est dans les temps. J'en ai pour 2 minutes à conclure. Donc, commission d'application, effectivement, qui est mise en place par la FFA, sur laquelle va participer évidemment activement la CEA. Et donc, nous mettons en place, dans le cadre de la CEA, un comité de veille, CEA, qui permettra effectivement de faire remonter toutes vos questions, vos demandes de précision auprès de ce comité, qui est sous l'impulsion évidemment de Michel, qui connaît cette convention par cœur, et qui permettra de poser toutes les questions à la FFA. Évidemment, donc, je voulais remercier les différents intervenants, Michel bien sûr, Stéphane Pénet qui est parti, Anne-Sophie Roussel-Truffy également de la FFA, merci beaucoup. Merci à tout le monde, à la régie, au caméraman. Merci surtout à Aïda Marchand, qui ne voulait pas que je la remercie, mais je le fais quand même. Je le fais quand même parce qu'il y a un énorme travail qui est fait par tout le service d'Aïda. Donc merci beaucoup pour tout ça. Et vraiment pour finir, donc je vais vous lire cette longue phrase que j'ai mise sur le slide tout de suite. Et donc je lis tout ça, c'est-à-dire que la Compagnie des experts est une formidable plateforme de connaissances se nourrissant tant du savoir, des données et des expériences des experts terrain qui la composent, que des échanges au sein des groupes de travail qu'elle anime ou auxquels elle participe. Ce savoir, elle se fait fort de le partager avec ses partenaires du monde de l'assurance et avec chacun de ses membres, comme cela a été le cas aujourd'hui avec cette conférence. Voilà, je voulais finir sur ces mots-là. Merci à tous, merci beaucoup. Donc, on va poursuivre, mais pas très longtemps. Simplement, s'il y a 2-3 questions dans la salle, on a la chance d'avoir Anne-Sophie. Oui. Ah, je laisse le micro à Michel. Il y a une question qui m'a déjà été posée, que je n'ai pas encore transmise, mais comme on avait dit, on fera une autre... Mais bon, elle revient là, alors je vais la poser tout de suite. J'ai des experts de l'Est, de l'Alsace-Moselle, qui sont très inquiets parce qu'on va leur faire des responsabilités incendie qui ne correspondent pas à leur droit local. Est-ce qu'il y a une exception prévue? Je pense que non, mais... Non, il n'y a pas d'exception prévue. C'est tout. Donc ils feront des recours. Voilà, je sais. Donc moi, ce que je voulais faire, c'est que j'ai reçu pendant cette conférence quelques photos des différents sites. Donc ça me fait plaisir d'avoir reçu quelques photos. Je vais vous les faire défiler. Ils se reconnaîtront. Je les envoie sur le... Là, c'est Agen. Agen, ils n'étaient pas très nombreux. Tous les experts. En plus, si elle est à l'envers... Alors là, c'est la retourne, donc je ne sais pas faire. Alors, Bayonne. Voilà. Donc, on a... Alors, Bayonne. Je vais voir si ça ne retourne pas à chaque fois. Autrement. Ça, c'est Bordeaux. Bordeaux à nouveau. Bordeaux toujours. Ça, c'est Clermont-Ferrand. Je ne sais pas si vous voyez sur l'écran, qui est là. Clermont, Lille. Non, mais ça n'avait pas commencé, en fait. C'est des photos prises au démarrage, avant qu'on démarre. Autrement, ils étaient tous sérieux et tous attentifs à ce qu'a dit Michel. Ça, il y a beaucoup de monde. C'est Lyon. Lyon, on voit sur l'amphi. Donc, ils étaient très nombreux à Lyon. Toujours Lyon. Paris, c'est nous. Alors, non, c'est nous à Paris, voilà. Je passe rapidement. Pau. Également, moins nombreux, je suis revenu, voilà, avec la photo à l'envers, etc. Voilà, c'était pour vous montrer qu'il y avait différents lieux de rendez-vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a 2-3 questions ou est-ce qu'on s'arrête là? Non? Vous savez tout avec Michel? Vous êtes sûr? Bon, merci à tous en tout cas, et puis je crois qu'il y a un petit pot qui nous attend. Merci beaucoup.